Merci. On va parler maintenant RSE et impact. Comment et pourquoi se lancer cette année? On a vu que ce sujet était aussi important dans la levée de fonds, mais surtout important pour notre planète et pour notre société. J'accueille Marion de Robillard, directrice marketing et communication chez Conto, Bettina Rivron chez Doctolib, directrice de l'impact social chez Doctolib, Guillaume Isaac Georges, VP Sustainability chez Content Square et Audrey Yvert, Head of Impact chez Open Classroom. On peut les applaudir. Impact et RSE. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On va parler d'un sujet incontournable, déjà depuis de nombreuses années, et le sujet, en fait, concerne de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs, et de plus en plus clés, hein, j'ai envie de dire. Marion, j'ai envie de commencer. Marion, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi l'impact social et environnemental il est devenu une priorité chez Conto en 2024 ? Alors, nous, chez Conto, je dirais que c'est une conscientisation multifactorielle. En fait, c'est venu, on a écouté nos clients, on a écouté nos partenaires, nos prospects, nos talents et aussi nos régulateurs. Et tout ça, ça nous a poussé finalement à se dire il y a quelque chose à faire. Cette conscientisation, elle est arrivée, je dirais, il y a 2 ans. On a commencé en fait à avoir pas mal de contacts de nos clients, de nos talents, et on s'est dit il faut faire quelque chose. Et donc on a eu une approche, je dirais, très bottom-up, où finalement on s'est pas dit un jour on va recruter quelqu'un d'hyper fort sur impact et on va en faire une priorité pour l'entreprise. C'est plutôt venu progressivement, où justement des volontaires en interne assez intéressés au sujet se sont retrouvés. On a mis en place une gouvernance, un comité impact, et on a réussi à mettre en place des petites touches. Et fort de ça, aujourd'hui, on s'est dit c'est devenu une priorité, et on recrute notre premier ESG lead qui arrive dans quelques semaines. Donc c'est un changement pour nous parce qu'on y est allé, je dirais, par étapes par rapport à pas mal d'autres entreprises qui en ont fait une priorité depuis déjà quelques années. Et c'est vrai que le contexte réglementaire dans lequel on est, et notamment l'arrivée de la CSRD, nous a clairement fait accélérer sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui, c'est un de nos sujets phares. Voilà. Merci. On va voir aussi chez Doctolib, que tout le monde connaît, je ne vais pas demander à ce qu'on présente l'entreprise. Vous, comment vous décririez le concept d'impact dans le cadre justement professionnel et surtout en englobant un peu tout, hein, c'est-à-dire le produit, les personnes, la planète, c'est quand même assez vaste pour vous. Alors tout à fait, c'est très vaste. Et d'ailleurs, je serais intéressée d'avoir les définitions de mes copanélistes. Il y a effectivement beaucoup de dimensions quand on parle d'impact. C'est un terme un peu buzzword qui circule beaucoup, un peu un mot valise. Moi, la façon dont j'en parle, généralement, j'écris une petite roue qui m'aide beaucoup avec les différentes dimensions. La première, c'est évidemment la question de... Eh ben, j'ai oublié la première. Non, la première, c'est je l'ai en anglais, les people, donc vraiment les ressources humaines au sein de l'entreprise. Non, c'était pas ça. La première, c'est le produit. J'y arrive. Le produit ou le service qu'on rend en tant qu'entreprise. Doctolib, c'est très simple. C'est vraiment la toute première dimension de notre impact. C'est quel service je rends à l'accès aux soins et à la qualité de vie des soignants. Et c'est vraiment le tout premier levier que je vais activer pour avoir de l'impact en tant qu'entreprise. La deuxième, c'est le people. J'y viens. Donc, c'est comment, en tant que recruteur, en tant qu'employeur, je peux avoir de l'impact comme groupe. Donc là, on touche au sujet de diversité et d'inclusion, etc. La troisième, aussi la plus évidente, c'est la planète. Comment je réduis l'empreinte carbone de mon entreprise ou comment j'ai un impact positif sur l'environnement grâce aux produits que je développe. La quatrième, c'est le pouvoir que j'ai. On oublie parfois ça, mais une entreprise, c'est une marque, c'est une voix. Donc, comment j'utilise mon pouvoir d'influence pour faire du lobbying positif, de l'advocacy. Un exemple qu'on donne beaucoup, par exemple, c'est Patagonia, qui est devenu quasiment un groupe militant, comme une ONG au service des causes environnementales. Donc, ça, c'est la voix des entreprises. Je trouve ça toujours très intéressant à étudier. Et la dernière, c'est le profit. Qui s'applique moins peut-être à des startups scale-up qui ne sont pas encore assez profitables pour faire une redistribution importante pour avoir un impact. Mais quand on se développe et quand on devient une très très grande entreprise,
L'exemple, par exemple, c'est Microsoft, qui a aujourd'hui une fondation quasiment aussi importante qu'une organisation internationale. C'est un levier hyper important d'impact. Donc, c'est un peu les différentes dimensions qu'on peut modéliser pour avoir de l'impact aujourd'hui en tant qu'entreprise. Donc, RSE au sens large, hein, vraiment. Très large, tout à fait. Chez Open Classroom, comment vous définissez l'impact et comment vous le travaillez, on va dire? Alors, nous, on a une culture un peu particulière chez Open Classroom, c'est qu'on on se considère un peu comme impact native, ça veut dire qu'on a vraiment l'impact au cœur de notre business model. C'est pas la seule manière de faire ou la meilleure manière de faire, mais c'est juste dans notre culture. C'est que nos fondateurs, quand ils ont créé Open Classroom, ils étaient adolescents à l'époque et ils se sont dit on va créer de l'éducation pour les autres parce qu'on trouve qu'il manque quelque chose et on va apprendre aux gens à coder. Et du coup, cette mission en fait de mettre le code et l'apprentissage du code au service des autres, elle était vraiment au cœur de la manière dont ils ont structuré le business par la suite. Donc nous, quand on réfléchit à notre impact, on se dit toujours quelle est notre mission. Notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible au plus grand nombre et aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ensuite, on se demande comment est-ce qu'on fait ça en étant le plus respectueux de nos employés, de nos fournisseurs, de la planète évidemment, et de toutes les parties prenantes qui sont autour de nous. Donc être une entreprise à mission, pour nous, c'est une grande partie de ce qu'on considère aujourd'hui être notre impact, mais ce n'est pas du tout la seule. Il y a aussi toutes les questions réglementaires qui nous aident à élever nos standards en fait, et être meilleurs dans la manière, dans nos process, dans la manière dont on est transparent. On est aussi certifié B Corp et ça, c'est quelque chose qui nous aide aussi, pareil, à nous comparer à ce que font les autres entreprises, prendre les bonnes pratiques et essayer aussi de se faire certifier et d'atteindre les meilleurs. Ça consiste en quoi cette certification? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des infopreneurs et qui font aussi beaucoup de contenu en ligne. En quoi ça consiste justement ces certifications? Qu'est-ce qui vous différencie finalement d'autres créateurs de contenu comme on peut avoir et qui donnent de l'information aussi? Tout à fait. Alors, la certification B Corp, c'est une certification qui est délivrée à des entreprises qui atteignent des standards élevés en matière d'impact environnemental, de gouvernance, de transparence avec leurs employés, avec leur communauté et, j'en oublie un, gouvernance, quelqu'un? Non? J'avais oublié Marou, donc je ne peux pas dire. T'as été très bien sur et les people, ouais, le volet social. Juste par curiosité, ceux qui connaissent le label B Corp, est-ce que vous pouvez lever la main? Ah quand même, ça me rassure, parce qu'on se donne beaucoup de mal, et parfois on a l'impression que personne ne le connaît. Donc nous, c'était par rapport justement à la différenciation qui est assez importante par rapport aux créateurs de contenu, à tous ceux qui se lancent dans la formation en ligne aussi, on en voit beaucoup. Guilhem, Guilhem, justement, comment vous considérez-vous l'impact et pourquoi vous pensez qu'il est indispensable aujourd'hui pour les entreprises? Alors, si je suis un peu le fil des interventions précédentes, un peu comme Marion chez Content Square, je dirais qu'il y a 2 ans, après avoir fait des grosses levées, une série E, puis une série F, en particulier au moment de la série E, il y a quand même eu des interrogations sur, on commence à atteindre une certaine taille critique, la suite c'est normalement aller vers l'IPO et il y a quand même un certain nombre de prérequis pour y aller, notamment en matière ESG, on commence aussi à atteindre les seuils des réglementations et il faut préparer aussi la machine à pouvoir faire du reporting d'assez bon niveau, qui est d'ailleurs un peu en décalage. Quand on est même une scale-up comme nous de 2000 employés, en fait, on a à peu près le même niveau d'exigence qu'une boîte du CAC 40. Oui. Donc, il faut mettre ça en place et ça nécessite quand même un peu d'anticipation. Sinon, on risque d'arriver au moment où on est soumis à ces nouveaux seuils en n'étant pas tout à fait prêt. Et juste si je peux ajouter ou peut-être donner un peu notre appréciation de comment on le voit, l'impact. Nous, on a un peu un schéma en 3 étapes. Je dirais que d'abord, il y a la sustainability qui est en fait plutôt l'idée de réduire ces impacts négatifs sur les communautés dans lesquelles on opère et sur la planète au sens large. Après, il y a peut-être une notion de ce qu'on pourrait appeler en anglais give back, qui est qu'on restitue une part de sa réussite aux communautés sur lesquelles on opère. Et le dernier étage de la fusée, c'est faire de l'impact, c'est-à-dire développer des modèles, des business models à impact. Et pour des startups ou des entreprises nativement à impact, comme Open Classroom ou sans doute comme Doctolib aussi, on peut dire qu'il y a ça déjà au cœur du modèle. Dans une entreprise comme Content Square, pas du tout. On est aujourd'hui quand même une entreprise qui accompagne ses clients à optimiser la performance de leur site web et beaucoup d'acteurs du e-commerce dans ce monde-là. Donc nécessairement, on n'a pas tout à fait la même approche produit qu'on peut avoir chez des entreprises nativement impact. Donc on a beaucoup de travail à faire pour arriver sur cette dernière marche.
et faire beaucoup de conviction en interne des équipes pour dire, en fait, il y a aussi des opportunités business sur l'impact et il faut y aller et ça prendra un peu de temps, mais on a des clients qui sont certainement très prêts à payer pour ça. Alors, on va aussi parler des opportunités que nous offrent ces problèmes finalement de l'environnement et du RSE. Finalement, c'est aussi une source d'opportunités pour créer des entreprises et avoir de nouvelles solutions. Chez Conto, justement, vous, l'impact, ça concerne surtout l'environnement et la diversité et l'inclusion. Alors, on est au début, c'est une petite fenêtre, mais effectivement, quand on a créé notre première roadmap Impact il y a 1 an, on a identifié 2 grands piliers qui sont le développement durable, la partie, je dirais, environnementale, et de l'autre, la partie diversité, équité et inclusion. Sur ces 2 piliers, du coup, on a défini en fait un certain nombre d'actions. Sur la partie environnementale, comme le disait Bettina, ça passe par déjà faire son bilan carbone, avoir une meilleure connaissance de où sont nos sources d'émissions. Nous, comme on a un business model, on est tech, et du coup, on a notre scope 1 et 2 qui sont pas très importants. En revanche, notre scope 3 qui est très important, et c'est là-dessus où, en fait, les enjeux se passent, notamment sur la partie digitale, mais aussi, comme on est une fintech, on a un gros challenge qui est d'avoir une meilleure connaissance de l'endroit où sont placés nos fonds clients et le fait d'être en partenariat avec des banques traditionnelles qui nous offrent plus de visibilité sur les supports sur lesquels en fait nos fonds clients sont placés. Donc ça, c'est un enjeu, et aujourd'hui c'est très difficile de le calculer bien. On travaille avec Carbone 4 là-dessus, mais on voit même que les banques traditionnelles et d'autres acteurs de la fintech en fait ont du mal à bien qualifier ça, et c'est un de nos gros enjeux. Sur la partie, je dirais, diversité, équité et inclusion, c'est en partenariat avec l'équipe People. C'est quelque chose qui était déjà au cœur de la stratégie depuis longtemps, et on a accéléré. On a des enjeux de représentativité. Aujourd'hui, on a 75 nationalités chez Conto, parmi nos 1400 compteurs, et on a 44% de femmes. Mais on vise d'avoir une parité du coup assez rapidement. Et notre enjeu, il est surtout dans la tech, où effectivement, on a des équipes qui sont pas encore très féminines, et on travaille avec les équipes pour y arriver. Au-delà de ça, on travaille aussi à donner plus, à empower nos communautés et nos compteurs, et notamment leur permettre de s'investir sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et donc, on a lancé des ERG, donc c'est des groupes d'employés qui se rallient autour de causes qui leur sont chères. Et notamment, on a lancé 3 ERG cette année, un sur la team Pride, la team Women at Conto, et une team Social Barriers qui permet en fait de travailler sur les sujets en fait d'accès, de diversité et de minorité. Donc aujourd'hui, ces 2 piliers, c'est le début de notre roadmap. Évidemment, en fait, on va vouloir aller beaucoup plus loin. Donc, je dirais pas que c'est juste les 2 enjeux. Aujourd'hui, on a 450 000 clients, et comme Content Square, on a un enjeu, en fait, je dirais, de responsabilité sociétale auprès de ces entrepreneurs, de ces PME qu'on accompagne au quotidien, à la fois d'être rôle modèle, mais aussi leur donner les outils pour elles-mêmes en fait intégrer l'impact dans leur stratégie. Donc aujourd'hui, ça passe par du contenu qu'on leur partage, par des conseils qu'on leur donne, mais demain peut-être qu'on leur permettra de pouvoir faire leur bilan carbone parce qu'on a accès à leurs flux financiers, qu'on a de l'information qui leur permet de faire ça plus rapidement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées, et je pense qu'on est encore au début du chemin et qu'il y a encore plein de choses à faire. Justement, on est au début du chemin, donc on aimerait bien avoir un petit peu vos avis sur ce qui peut être intéressant, chacun dans son secteur d'activité, la santé, l'enseignement, la finance, comment le marketing et le web, comment est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu sur les tendances et où est-ce qu'il faut aller pour justement avoir de l'impact, j'ai envie de dire, mais pour les entrepreneurs de demain ou d'aujourd'hui, quels sont les types de services qu'ils doivent proposer, quels sont les produits auxquels ils pourraient envisager pour taper peut-être un jour à vos portes et que vous puissiez dire, eh bien, ça vient ajouter une corde à mon arc par rapport à l'impact RSE que je veux avoir. Si je dois faire un petit tour d'horizon, chez Content Square par exemple. Chez Content Square, on a essayé de se demander sur quel sujet on pouvait avoir de l'impact, où notre expertise pouvait être mise à profit pour créer le plus d'impact positif possible.
On a identifié 3 piliers qui sont, l'environnement et en particulier le climat, parce qu'aujourd'hui, on manipule beaucoup de données et en réalité, on aurait une capacité assez importante à faire de l'analyse d'empreinte carbone de sites web et plus largement d'assets digitaux. Le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour de la privacy, parce qu'on est un acteur qui capture beaucoup de données personnelles et qui doit les manipuler avec beaucoup d'attention. Et donc là aussi, on est soumis à des standards très élevés sur ces sujets-là. Et donc, on a développé des manières de s'adapter à ces réglementations qui certainement peuvent essaimer et là aussi créer des produits à terme qui permettront, y compris à nos clients, de s'améliorer, de mesurer leur niveau de compliance par rapport à la réglementation. Et le dernier sujet, il est assez particulier, mais c'est celui de l'accessibilité digitale, l'accessibilité numérique, qui nous tient pas mal à cœur. On a racheté il y a quelques années de ça une petite start-up qui avait créé un produit qui permet d'améliorer les qualités de lecture d'un site web pour les gens, les utilisateurs qui ont des problématiques visuelles ou de handicap plus lourd. Et on a développé pas mal de choses autour de ça, notamment avec l'idée de dire que si aujourd'hui, malgré toutes les réglementations qui se durcissent, malgré le risque réputationnel, en fait, c'est des sujets qui avancent très très peu, très lentement. On voit bien qu'il y a encore presque 70% des contenus du web qui ne sont pas accessibles à ces publics-là. Il faudrait peut-être essayer d'attaquer le sujet par un autre angle. Et celui qu'on a identifié, nous, c'est peut-être essayons de montrer à nos clients qu'en fait, il y a un enjeu business. Et ce qu'on essaie de leur montrer, c'est que par défaut d'accessibilité, pas loin de 10% en fait, de leurs utilisateurs ne transforment pas. Et on est en train de développer des choses autour de ça qui vont nous permettre de le dire de manière assez certaine, avec une bonne qualité de la donnée. Et pour faire ça, on a fait pas mal de projets de recherche avant, on a fait des groupes tests, etc. Et on loge toutes ces activités-là dans une fondation qui fait ça de manière philanthropique et qui met en libre accès ces conclusions. Voilà. Merci. Du côté de l'éducation, justement, par quoi on pourrait commencer pour s'attaquer, si on a envie justement demain d'ouvrir une entreprise dans le secteur de l'environnement ou plus orienté RSE, de quoi vous aurez besoin, par exemple chez Oplen Casserone? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Guilhem, en fait, ce que vous faites chez Canton Square pour l'accessibilité, c'est très inspirant pour nous et je pense que c'est un grand axe de ce qu'on peut faire mieux dans l'éducation. La table ronde précédente parlait d'IA. Je pense que nous, on est une des industries qui va être le plus impactée. Il y a à peu près rien que font les professeurs aujourd'hui qui ne peuvent pas être remplacés dans le futur par l'IA. Donc, il va falloir que la valeur ajoutée, elle se déplace et je pense qu'elle peut se déplacer sur justement l'accessibilité et faire en sorte que les contenus qu'on crée, nous, et les métiers pour lesquels on essaye de former, qui sont les métiers de demain, qui vont être eux-mêmes impactés par l'IA, par la montée en croissance de la sustainability, faire en sorte que ces métiers et ces compétences ils soient accessibles à tous et qu'on ne perde pas des gens dans la transition environnementale et dans la transition de l'IA aussi. Que du côté de la santé. Au risque d'être redondante, c'est vrai que le sujet de l'accessibilité, en particulier quand on parle de santé, est absolument essentiel. Nous, évidemment, Doctolib, notre raison d'être, c'est d'améliorer la santé de tous. Donc, on a à cœur, évidemment, d'avoir un service qui sert tout le monde. La réalité, c'est que c'est très, très, très difficile et qu'on a rapidement fait de considérer les enjeux de la majorité versus des enjeux très particuliers sur certaines minorités. Donc, moi, mon travail chez Doctolib, quand je suis sur ma brique produit, justement, c'est vraiment d'avoir une approche très, très empathique et de considérer toutes les difficultés particulières qu'il peut y avoir dans l'accès aux soins, que ce soit les inégalités territoriales qui sont très importantes, les déserts médicaux, c'est pas un sujet nouveau, les difficultés liées à l'âge, à l'accès au numérique, évidemment, pour nous, c'est essentiel, à certaines conditions de santé, on a parlé d'accessibilité pour des personnes en situation de handicap, ça vraiment, c'est ultra, ultra clé. Donc, tous les services qui peuvent nous aider à remettre la focale là-dessus et à nous accompagner de là-dedans et quelque part à nous forcer à le faire, parce que vraiment, c'est un exercice de volonté et d'efforts particuliers à faire là-dessus est hyper important. Chez Conto, justement. Je pense que je vais aussi me répéter, mais sur un autre secteur. Trouver autre chose peut-être. Je pense que nous, on s'adresse aux entrepreneurs, aux freelances, aux TPE, aux PME. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, accessible à tout le monde. On voit qu'il y a des barrières à l'entrée. Il y a plus de fondeurs qui sont des hommes versus les femmes. Il y a en général des catégories aussi socio-professionnelles qui sont plus représentées que d'autres ou qui ont plus de facilité à lever des fonds. Nous, on ne va pas
tout résoudre, mais en tout cas, on a un enjeu en tout cas à faciliter l'accessibilité à l'entrepreneuriat et en tout cas à aider des populations qui pouvaient potentiellement pas être très fortes sur les sujets financiers et grâce à notre solution, en fait, pouvoir plus facilement gérer leurs finances au quotidien. Il y a un sujet d'éducation aussi, je pense d'éducation sur les sujets d'impact, mais nous, à notre niveau, d'éducation financière. Pas plus récemment que la semaine dernière, on a signé une charte justement pour plus d'accès à l'éducation, notamment dès le plus jeune âge. En fait, aujourd'hui, on voit que dans les lycées, les collèges, en fait, l'éducation financière est extrêmement limitée. Je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dessus pour s'assurer qu'il y ait plus d'entrepreneurs demain, qu'il y ait plus de personnes qui osent prendre des risques, osent monter des entreprises. Et ça passe par toute cette action au-delà de juste notre business model au quotidien. Et je pense que l'impact d'une entreprise, elle va au-delà de son produit, de son offre de service. C'est toutes les externalités positives qu'elle peut avoir en fait auprès des parties prenantes. Il y a un dénominateur commun entre vous, c'est la digitalisation. De tout, en particulier, là, par exemple, sur la prise de rendez-vous chez le médecin, sur la partie facturation, finance, la partie éducation, et puis la partie... Alors, bon, la digitalisation au niveau des sites Internet, c'est un peu redondant, mais en tout cas, il y a aussi une dimension qui n'est pas très abordée parce que délicate, mais je vous pose quand même la question, c'est la partie des seniors qui, justement, sont très peu accompagnés. Je pense qu'il y a un énorme marché par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que l'accompagnement justement vers cette transformation digitale qui continue et qui s'accélère avec l'intelligence artificielle commence à creuser un écart assez important dans la population entre ceux qui ont accès et qui sont nés dedans et d'autres qui ont du mal à suivre. Est-ce que justement la notion d'impact, elle n'est pas aussi importante pour réunir ces deux populations et accompagner la partie senior à suivre finalement vos évolutions et vos innovations ? Je commence par vous. Si, clairement. On pourrait élargir même le sujet senior à toutes les cibles de l'inclusion numérique. Il y a une dimension âge, mais il y a aussi une dimension sociale forte. Il y a une dimension territoriale. Plus on est éloigné des grands réseaux de communication, moins on a accès à des services web de qualité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'encourage à lire les travaux de la Mednum qui fait beaucoup d'analyses et de cartographie qui sont passionnantes là-dessus. Clairement, il y a un énorme sujet et on devrait tous en fait investir là-dessus. L'accessibilité numérique que j'évoquais tout à l'heure est juste une des dimensions, mais il y en a plein d'autres. Et en réalité, on devrait, y compris presque dans une démarche de service public, en fait, aller vers ces publics-là pour faire de l'éducation numérique et essayer d'embarquer de plus en plus de monde. En fait, aujourd'hui, dans la vie, dans les services de base, sans maîtriser le numérique, ça devient simplement impossible. Donc, on a besoin d'aller vers ça. Et puis, tout ce qui est derrière problématique de falsification de l'information, etc., à mon sens, entraîne aussi une demande de plus en plus forte là-dessus. Il faudra aller vers plus d'éducation. Chez Open Classroom, vous avez songé à ce point? Oui, nous, on a une partie de nos étudiants qui sont seniors et qui sont sur des reconversions, donc notamment des personnes qui ont perdu leur métier suite à des accidents du travail ou à d'autres événements de la vie et qui n'avaient jamais envisagé en fait d'avoir un métier dans la tech et qui se forment parce que nous, on a des formations qui sont assez courtes, ça peut être de 6 mois à 18 mois et qui donnent accès à des métiers tout de suite assez pratiques. Donc, on a une population de seniors qui est relativement importante et qui est assez loin des clichés qu'on peut entretenir sur la personne qui bosse dans la tech, qui est plutôt un homme dans la trentaine, un peu geek, etc. On a un rôle à jouer aussi pour montrer que ces métiers-là sont accessibles aux personnes plus seniors et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour travailler dans la tech. Du côté de Doctolib aussi? Évidemment, bien sûr, surtout quand on parle de santé, la question senior se pose d'autant plus. Nous, on l'adresse de deux façons. La première, c'est une grande partie de nos utilisateurs sont des aidants. J'imagine que dans la salle, beaucoup de gens utilisent Doctolib et beaucoup de gens utilisent Doctolib à titre personnel, mais aussi gèrent le compte de leurs parents. Moi, je gère mes deux parents. Et c'est aussi par ce biais, en fait, qu'on réussit à inclure les seniors en tant qu'utilisateurs sur notre plateforme. Évidemment, ça ne suffit pas. Il y a aussi deux autres choses à faire. Un, dans le produit, faire en sorte qu'il soit le plus accessible, facile d'utilisation pour quelqu'un qui est plus ou moins éloigné du numérique. Et puis ensuite, un peu en aval, j'ai envie de dire, financer des formations. Nous, on travaille avec Emmaüs Connect. Il y a tout un tas d'ONG qui font ça très bien.
qui travaille notamment avec des seniors, qui forment des seniors au parcours de santé numérique. Mais je rejoins Guilhem, je pense que c'est aussi une fausse idée de penser que c'est juste une question d'âge. Guilhem, t'en as cité plein. Il y a aussi la question, ne serait-ce que la question de la langue. En fait, il y a énormément de gens qui sont sur le territoire qui ne parlent pas français. Nous, voilà, c'est quelque chose qu'on va débloquer cette année, mais on a mis du temps à le faire. Voilà, c'est toutes ces dimensions qu'il faut prendre quand on parle d'inclusion digitale. Pareil pour Conto, j'imagine. Oui, pareil. Après, nous, c'est vrai que c'est un sujet qui est moins important parce qu'on voit moins de fractures, je dirais, numériques dans nos utilisateurs. En tout cas, aujourd'hui, on a une moyenne d'âge qui est pas ultra jeune non plus. Donc, notre service est assez accessible, je dirais. Et c'est vrai qu'on s'adresse aux TPE-PME et c'est un peu la colonne vertébrale de l'économie et du coup, ça représente globalement 99% des jobs. Et donc, c'est vrai qu'il y a toutes les catégories, je dirais, de la population qui sont concernées. Après, c'est vrai qu'on s'est lancé au sein de la Startup Nation et donc, effectivement, nos premiers utilisateurs, c'était des fondeurs de startups, etc. Donc, on a effectivement touché des populations qui étaient très digital native. Aujourd'hui, notre challenge, je dirais qu'il est plutôt sur aller dans les territoires aussi et du coup aller toucher des populations qui ont plus eu l'habitude, je dirais, d'utiliser des services de proximité, des banques traditionnelles et qui font peut-être moins confiance à des services en ligne. Et donc du coup, je pense que évidemment l'âge rentre peut-être en ligne de compte, mais pas que ça, et je pense que ça rejoint ce que disait Guilhem sur justement l'inclusion sur les territoires et qui est aussi un des challenges. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on a peut-être tendance parfois, quand on imagine une population, quand on fait un benchmark et qu'on se dit tiens, il y a la population des seniors, on adresse souvent un produit vers les seniors ou vers des personnes qui ne parlent pas le français. Et finalement, le senior, en fait, il est géré par les enfants. Donc, en fait, il faut s'adresser aux enfants, d'où l'importance de bien connaître sa cible. Donc, ça, c'est par rapport à la partie RSE et humaine. J'aimerais venir sur la partie plutôt environnementale. Comment vous arrivez à mesurer, vous, l'impact, notamment sur votre empreinte carbone et comment vous arrivez on va dire, à communiquer sur ce sujet. Je commence par Conto. Alors, nous, on a fait la première étape assez basique, je pense que tout le monde l'a faite ici, c'est de faire notre bilan carbone. On l'a commencé donc probablement après vous, mais en tout cas, on a fait notre premier bilan carbone début 2023 sur nos data 2022. Et fort de ça, en fait, on a identifié des quick wins et des actions plus long terme pour réduire en fait nos émissions. On s'est fixé un objectif de réduction de 5% proportionnel à notre croissance, parce qu'évidemment l'objectif c'est pas de grandir, mais en plus d'avoir encore plus d'émissions. Et fort de ça, en fait, on a mis en place une politique d'achat responsable. On travaille avec Ecovadis. Donc aujourd'hui, on est en mesure de scorer nos partenaires et de voir en fait ceux qui rentrent dans le scoring en fait auquel en fait on accepte entre guillemets nos partenaires. Et l'enjeu en fait, c'est d'avoir de plus en plus de partenaires qui répondent à ces enjeux environnementaux. On a créé par exemple des cartes en PVC recyclées. Donc c'est quelque chose qui est tout petit en termes d'action, mais c'est notre seul produit physique, donc c'était indispensable de faire quand même quelque chose là-dessus. Et on a plein d'autres mesures qu'on met en place. Je dirais que notre manière de mesurer, ça passe notamment par ces obligations de CSRD qui nous obligent à être en mesure de produire notre premier rapport extra-financier. Donc c'est à la fois, et donc aujourd'hui c'est faire notre analyse de double matérialité qui va nous permettre, entre guillemets, d'être capable de produire ce premier reporting extra-financier d'ici quelques mois. Bettina ? Je pense qu'on va avoir un peu tous les mêmes réponses. J'ai peur. Ouais. Mais oui, alors bilan carbone, évidemment, nous on a la 3e année, donc en fait on n'est pas si avancé que ça. Nous, en gros, mais pareil, je pense qu'on est tous des entreprises du numérique, donc les gros postes, c'est le numérique, en l'occurrence nous les transports, parce qu'on est dans plusieurs pays, et les achats. Donc on a des actions ciblées sur ces 3 postes. C'est un travail de longue haleine. Moi, je trouve ça difficile à faire avancer dans une entreprise comme Doctolib, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits. La difficulté de la mesure, c'est qu'on relève les compteurs qu'une fois par an. Donc, oui. Voilà, c'est un peu le challenge. Donc, on est en train de changer ça. Mais bien sûr, bilan carbone, et nous, on est à 7% d'intensité carbone, donc un tout petit peu plus, mais déjà 7%, c'est très, très, très challengeant.
Très rapidement, pour le mot de la fin, c'est pareil, même réponse. Franchement, c'est la même chose. Oui. Le bilan carbone, c'est la base. Peut-être la seule chose, c'est de dire que pour les personnes qui justement voudraient lancer des business dans l'impact, il y a beaucoup de choses maintenant sur la collecte de la donnée, mais il nous manque quand même encore des solutions de qualité pour permettre... Alors lesquelles, justement? Justement, pour permettre d'analyser la donnée et de ensuite contrôler sa trajectoire carbone. C'est pas tout de prendre toutes les données, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut contrôler notre trajectoire. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui ont la maturité de dire, enfin, on a tous fait nos premiers bilans, on en est à 0, 1, 2, 3 années, mais une fois qu'on a fait son bilan, il y a peu d'entreprises qui ont la maturité de dire, moi, je contrôle ma trajectoire. Donc ça, c'est une idée de business, par exemple. Ouais, je vais enchérir là-dessus. En fait, nous, c'est la 3e année aussi, on s'est confronté à des difficultés de méthodologie. Le digital, c'est un sujet qui est assez difficile à mesurer en termes d'empreinte carbone. Ça n'a rien à voir avec le transport où on a des facteurs d'émission très standardisés au niveau international. Là, on compte des bits ou des kilobits qui sont transférés d'un endroit à un autre, le niveau de compute des serveurs, etc. En réalité, c'est très compliqué. Et il n'y a pas de méthodo standardisée qui existe aujourd'hui sur le marché. Et on a dû se faire aider par plusieurs cabinets spécialisés sur le sujet. Là, il y a clairement des choses à faire et des idées de business. Il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui maîtrise ces choses-là. Et pour le coup, ce serait extrêmement intéressant d'avoir des outils qui aident à optimiser son infrastructure cloud, par exemple, qui est un truc extrêmement difficile à mesurer. Il y a des choses simples à faire là-dessus. Il y en a d'autres qui sont plus sophistiquées et qui mériteraient d'avoir un suivi un peu plus fin et continu. Bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas, on aura donné envie à tous ceux qui sont présents de créer de nouvelles sociétés par rapport à l'impact. Merci infiniment. Merci beaucoup. À vous.